tous. À la une de ce journal, le ministre des Enseignements secondaires ordonne la réintégration des 14 élèves exclus au lycée bilingue de Kribi dans la région du Sud après un tournage de vidéos obscènes. La décision de Pauline Alova Nyonga a été rendue ce jour au terme d'un séjour dans la cité balnéaire. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Au lendemain de l'effondrement de la route Babadjou-Bamenda, les gouverneurs des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest se sont rendus sur le site de l'effondrement. Ils sont allés donc évaluer l'ampleur des dégâts provoqués par les fortes pluies. Malgré le rétablissement de ces voies, les patrons des deux régions appellent les usagers à plus de prudence. Cependant, des inquiétudes planent sur la qualité des travaux routiers effectués sur une voie qui se dégrade de plus en plus au Cameroun. Le reportage de Stellambourg et Cédric Ding. Un paysage aux allures de Grand Canyon. Nous sommes sur la nationale numéro 11, reliant les villes de Bamenda et Babadjou. Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la localité ces derniers jours, la route aura fini par céder, faisant de ces 52 km un véritable chemin de croix pour les usagers et les riverains et obligeant même les deux boss des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest à descendre sur les lieux afin de rassurer les populations quant à la reprise prochaine du trafic. Nous sommes là ce matin, on connaît des morts avec les entreprises qui font des travaux ponctuels et rétablir le trafic entre le Nord-Ouest et l'Ouest. C'est ça qui est à court. Et évidemment, nous sommes descendus pour on connaît des morts pour rassurer de ce matin, c'est comme et ce que la route passe entre l'ouest et le nord-ouest. Des équipes sont à pied d'œuvre, tentant de rétablir la voie de contournement passant par le carrefour Bamenji afin de reconnecter les deux parties du pays. Nous avons pour cela mobilisé les entreprises pour qu'elles apportent les corrections nécessaires à certains endroits critiques pour densifier Si les travaux battent leur plein, les gros porteurs sont pour l'instant immobilisés et seuls les petits véhicules sont à même d'emprunter la voie de contournement. En ce qui concerne la date de reprise effective et totale du trafic, Adolphe Lélé l'Afrique émet des réserves. La mission de contrôle et l'ingénieur des marchés, nous sommes venus évaluer la situation sécuritaire autour des travaux. Les questions techniques que vous posez devraient être posées au cours d'une descente que le ministre des Travaux publics se propose de faire sur le terrain. Quoi qu'il en soit, les travaux reprennent à petit trou sur l'axe Bamenda-Babadjou, alors que l'on s'interroge encore sur la qualité de nos axes routiers. Et sur place à Douala, après le mouvement d'humeur des commerçants installés à l'esplanade de la poste de Newbel dans le 2e arrondissement, les tensions demeurent vives. Ces commerçants signent et persistent que les 100 000 francs exigés sont exorbitants. Malgré la réunion de crise, n'a abouti à aucun consensus. D'autres précisions avec Vivien Tonfac. Des commerçants rassemblés à la cour de la sous-préfecture de Douala 2e, ils attendent anxieusement l'issue d'une réunion entre leurs représentants et la mairie de Douala 2e, convoquée par le sous-préfet Didier Bidja, dans l'optique de décrisper l'atmosphère entre ces acteurs divisés au sujet de la réorganisation entamée à l'esplanade de la poste de Newbel, transformée en marché. Mais les échanges à huis clos n'ont pas fait reculer la commune. Les 100 000 francs CFA exigés pour l'occupation d'un mètre carré restent maintenus. Cependant, des clarifications ont été données sur ce que représente cette somme. Rien n'est facile dans la vie. Peut-être ils peuvent dire que c'est trop cher, mais par contre, ces 100 000 francs couvriront cette année de 2021. Donc, c'est-à-dire des impôts et taxes, et aussi les autres taxes. Donc, ces 100 000 francs vont couvrir cette année. Et d'ailleurs, à partir de l'année prochaine,
qu'on va revoir ce taux à la baisse. Nonobstant, les commerçants ne sont pas satisfaits. Ils trouvent aberrant que tout le monde, vendeur d'eau fraîche ou de bijoux en or, soit assujetti au même montant. D'autres réunions prévues pour trouver une issue consensuelle n'ont finalement pas eu lieu, en raison, apprend-on, de l'indisponibilité du maire. En attendant, le climat reste tendu entre ces commerçants et la mairie de Douala 2e. Et en éducation, je vous le disais en titre, le ministre des Enseignements secondaires ordonne la réintégration des 14 élèves exclus au lycée bilingue de Kribi dans la région du Sud après un tournage de vidéos obscènes en séjour dans la cité balnéaire. Pauline Nalova Lyonga a donc décidé d'un retour en salle de ces élèves qui avaient été reconnus coupables de comportements déviants au lycée bilingue de Kribi. Au début du mois de mars 2021, une vidéo avait fait le tour de la toile présentant des élèves de ce lycée dans des scènes obscènes. Un conseil de discipline avait été donc convoqué à l'issue duquel les autorités de la ville avaient donc, ainsi que la hiérarchie, avaient donc décidé d'exclure définitivement les 14 élèves reconnus coupables. Pauline Alova Nyonga est donc revenue sur sa décision alors qu'elle était dans le passage à Kribi, dans la région du Sud. À présent, le calvaire des agents communaux dans le coupé Manengumba, région du sud-ouest Cameroun. Plusieurs d'entre eux n'ont pas de statut depuis plus d'une dizaine d'années et le nouveau délégué départemental de décentralisation pour le coupé Manengumba a tourné donc à procéder au recensement des agents communaux en situation irrégulière. D'autres précisions dans ce reportage que signe Jacques Molon, Julien Berthe-Bissaï. Dans le coupé Manengumba, les personnels des 3 communes de ce département n'ont toujours pas de statut. Depuis leur recrutement, il y a plus d'une dizaine d'années, à Bangem, Ngouti et Tombel, les agents de ces communes ont les mêmes plaintes pour leur statut et les difficiles conditions de travail. Ton salaire n'est pas régulier, donc il y a beaucoup de dossiers qui ne se retrouvent pas dans ton fichier. À un niveau même, il semble que tu n'es pas reconnu comme un employé de la mairie. 10 ans que nous travaillons, on ne connaît pas notre position dans la CNPS. On nous reconnaît aussi comme les fonctionnaires locaux. Ça, vraiment, nous, on a été trop enfermés dans les communes. Peut-être, si tu vois, il y a beaucoup de gens même qui sont rentrés à la maison, donc sans bénéficier de rien. Récemment installé dans ses fonctions, le tout premier délégué départemental de la décentralisation et du développement local pour le coupé Manengumba recense les agents communaux en situation irrégulière. Pour lui, la faute à l'avant-décentralisation. Avant, la commune, tous les communes et comités étaient attachés au service de l'administration territoriale et de décentralisation, géré par un ministre. Et c'est pour cela que la gestion du personnel et la gestion des ressources ou des matériels de la commune n'était pas très effective. Et avec le ministère de la décentralisation maintenant, les choses ne peuvent pas être comme c'était à l'époque. Toutes les choses vont changer. Devant cette promesse, les agents communaux du coupé Manengumba misent désormais sur l'implémentation rapide de la décentralisation pour voir leurs conditions changer. Déboutés lors des récentes régionales pour non-conformité dans la constitution de leur dossier, les chefs traditionnels de la Menois dans la région de l'Ouest Cameroun pourront enfin intégrer le Conseil régional de l'Ouest. Les listes ayant été réhabilitées, ces candidats sont en campagne électorale pour de nouvelles élections prévues le 4 avril prochain. Le reportage de l'Éclair Sakem. Exemple des joutes électorales du SIDEXAN 2020 qui avait vu l'élection des membres du tout premier conseil régional à travers le Cameroun. Les chefs traditionnels du département de la Méloire sont à nouveau sur la sellette. Désormais en compétition, 2 listes. La première, pilotée par Sa Majesté Gabriel Tidi du groupement Bamedou, arrondissement de Péka-Michel, avec pour colistier candidat Sa Majesté Benjamin Foucault et Sa Majesté Placier d'Engefak. L'autre liste est conduite par Sa Majesté Albert Ningtidem, chef traditionnel du groupement Fomba, arrondissement de Saint-Chou, précédemment colistier du candidat Tidi Gabriel. Sa liste comprend Leur Majesté Anatole Claude Momo et Georges Elumba. L'ancienne liste qui a connu des problèmes tenait pour point d'orgue
un dysfonctionnement, en tout cas une incommodité avec la composante sociologique recusée de l'arrondissement de Sancho. Et cette fois-ci, nous avons estimé pour deux raisons, c'est-à-dire rassurer la base électorale de Sancho que nous sommes de tout cœur ensemble, parce que ce problème de composante sociologique n'était qu'un incident malheureux qu'on n'aurait pas dû connaître. Et en plus, faire ce grand clin d'œil à l'arrondissement de Sancho. C'est vrai que l'agriculteur bat déjà la chamade. Mais nous avons de bonnes raisons de nous présenter avec beaucoup d'optimisme à ces élections. Déjà, nous sommes des candidats nouveaux, nous n'avons pas de passé, nous pouvons rendre compte sans complexe, mais surtout, nous sommes des gens qui, de par notre proximité avec le peuple, avec toutes les populations du département de l'Union, de par notre proximité, nous sommes avertis des problèmes de notre département. La liste de ces deux têtes couronnées avait été rejetée lors des précédents scrutins pour non-respect des composantes sociologiques. Nous espérons intégrer le conseil régional de l'Ouest comme des acteurs et non comme des observateurs. Depuis dimanche, les opérations de charme ont débuté dans les différents arrondissements du département sous l'impulsion des différentes équipes de campagne. En prélude à cette élection partielle du 4 avril prochain, Élection de Cameroun a tenu une session du conseil électoral le 21 mars dernier, présidée par Eno Abraham, tablant sur les dispositions organisationnelles pour un déroulement harmonieux des opérations. Et ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Les différents sites dédiés au dépistage de malades atteints de coronavirus sont confrontés à de graves pénuries de tests. Après l'enquête d'Equinos Télévision, le ministère de la Santé publique reconnaît qu'il y a de graves tensions dans les stocks et dans l'attente des 400 000 nouveaux tests. Le gouvernement a reçu un don de 50 000 tests et plus de 50 kits de prélèvement et 130 appareils d'analyse. Ce matériel de pointe permettra d'obtenir des résultats en 12 minutes chrono, ce qui permettra donc de réduire largement les temps d'attente des personnes dépistées. Ce don a été remis au nom de l'Union africaine et des organisations américaines. Et toujours dans ce chapitre santé, la plateforme des ordres professionnels de santé et les syndicats du secteur s'estiment lésés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Face à la presse ce jour à Yaoundé, ces acteurs de la santé, soutenus par le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, invitent les pouvoirs publics et notamment la tutelle qu'est le ministère de la Santé publique à voir dans quelle mesure les accompagner pour alléger les dépenses qu'ils consentent depuis un an dans leur cabinet et autres cliniques pour soulager les souffrances des populations sans répercuter de surcroît les dépenses sur les factures des patients. Écoutons donc à présent le docteur Jules Djebet, président du syndicat des médecins privés du Cameroun, ainsi que la réaction de Guy Sandjon, président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'est-à-dire que le fait de réorganiser les cabinets, le fait d'acheter des gels hydroalcooliques, le fait d'acheter des masques, le fait d'acheter des casaques pour se protéger, tout ça a un coût. Et il n'est pas décent que nous, les professionnels de santé, je pense par exemple aux dentistes qui travaillent directement dans la cavité buccale, je pense aux ophtalmologues qui travaillent très près du patient, ils ont dû majorer, donc réinvestir. Et il n'est pas décent, de par notre serment, d'imputer ces frais-là aux malades. Donc les consultations restent les mêmes et la pandémie, elle ne dure pas 3 mois, elle ne dure pas 6 mois, elle est en train de se prolonger sur la durée. C'est pour ça que nous estimons que nous avons droit à une assistance, à un accompagnement de la part de la tutelle. Étant donné que nous sommes en bon terme avec la tutelle, nous espérons que, comme l'enseignement privé qui est subventionné, il va falloir que nous essayions soit d'organiser
des rencontres, soit de se constituer pour pouvoir expliquer notre problème au gouvernement, aux personnes qui s'occupent de la gestion du pays, pour dire que nous sommes volontaires pour faire face, nous sommes volontaires pour participer à la riposte, mais il arrive des moments où nous n'arrivons plus. Et pour assumer notre rôle, nous avons besoin d'un accompagnement. Aujourd'hui, nous avons terminé sur les vaccins. Parce qu'il faut bien dire ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Le président de l'ordre de pharmacie est là. Le vaccin est un médicament, comme un autre. Et ce vaccin semble aujourd'hui la réponse la plus importante, la plus adéquate. Ça, il faut l'expliquer aux populations. Il y en a qui sont réticents, c'est vrai, mais ceux qui veulent se faire vacciner doivent avoir accès à ce vaccin-là. Et notre pays s'y emploie. Nous n'avons pas échappé que même les jeunes, aujourd'hui, font cette maladie et de manière assez inquiétante. C'est une véritable hymne à l'interdiction des spectacles au Cameroun. Après le préfet du Vouri, le gouverneur de la région du littoral, dans un communiqué, appelle les promoteurs des événements culturels à procéder à un report des manifestations jusqu'à nouvel ordre. Samuel Ivaradibo appelle les populations à respecter les gestes barrières contre la pandémie de coronavirus. Même son de cloche dans le centre où le gouverneur Paul Nassiri Beya interdit les spectacles. Il a été suivi par le sous-préfet de Yaoundé Ier qui interdit justement un concert de Petit GPI. L'artiste musicien était programmé ce vendredi dans un cabaret à Yaoundé. L'autorité administrative évoque la recrudescence des cas de contamination au coronavirus. Tout autre chose à présent, à peine 60% des naissances sont déclarées au Cameroun. La situation est davantage préoccupante dans l'arrière-pays où l'enregistrement des faits d'état civil n'est pas la chose la mieux partagée. Et pour inverser la tendance, le Bureau national d'état civil mise sur les femmes. Le reportage de Marcelin Gansop. En Gambetika, dans le département du Bas-Mekim, 80% des décès ne sont pas déclarés et à peine 35% des naissances sont connues des services compétents. Ces données qui ressortent d'une enquête réalisée l'année dernière reflètent la réalité au niveau national, à savoir que l'enregistrement des faits d'état civil n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a la méconnaissance des textes. Il y a l'ignorance. Je peux dire que c'est les deux points qui ne permettent pas qu'on avance vraiment. Avant la création du BUNEC, on dirait que les taux étaient très bas. Mais nous sommes, je dirais, à 62% du taux d'enregistrement des naissances. Donc nous travaillons encore avec les acteurs dans le cadre de la sensibilisation, de formation, de l'éducation, pour que chacun s'approprie déjà son rôle et qu'il sache l'importance qu'il y a à dresser l'acte à un enfant. La femme est au cœur de ce processus, d'abord parce que c'est elle qui donne la vie, mais aussi parce qu'elle a la capacité de faire bouger les lignes. Il y a lieu de souligner le rôle majeur de la femme, notamment dans la déclaration des faits d'état civil. En effet, la femme se situe à l'origine de la vie et se trouve être actrice dans la survenance des faits d'état civil. On peut noter les naissances, les mariages et les décès comme faits d'état civil. C'est tout le sens de cette sensibilisation que conduit le projet d'amélioration du système d'état civil au Cameroun pour une citoyenneté active, avec l'appui de la GIZ. Nous demandons donc à toutes les femmes, quel que soit leur rang social, de déjà sensibiliser celles qui ne connaissent pas l'importance, l'acte de naissance, et autour d'elles, essayer d'éduquer dans leur famille, dans leur voisinage. Maintenant, on demande à la femme d'être le leader de cette sensibilisation, de prendre les devants, de ne plus attendre que ce soit l'homme qui aille déclarer la naissance. Les conséquences sont dramatiques, qu'il s'agisse du défaut d'acte de naissance, de mariage ou de décès. Et parce que l'acte de naissance est primordial pour tout enfant, il est important que les déclarations de naissance soient automatiques et respectent la législation en la matière. Si les efforts sont faits dans ce sens, ils demeurent insuffisants si l'on s'en tient aux données publiées par le Bureau national de l'état civil.
Et dans ce journal, nous retournons sur les campus scolaires à Yaoundé 2e. Le sous-préfet demande aux élèves du lycée technique de tourner le dos au comportement déviant ainsi qu'à la délinquance. Mamadi Maramat procédant dans ce jour à l'ouverture des journées portes ouvertes qui ont donc permis aux apprenants d'exposer leur savoir-faire. Une fois de plus, Marcelin Gansop. Petite immersion au département de génie électrique du lycée technique de Yaoundé 2. De jeunes apprenants sont à pied d'œuvre. Certaines de leurs réalisations captent l'attention. Ça est une production d'énergie électrique naturelle. À partir de quoi? À partir des pommes de terre. Comment ça se passe? Nous avons des conducteurs là qui font circuler les électrons pour alimenter une lampe témoin. Comme cela. Puis ça sort de la lampe témoin, ça va dans le régulateur. Et ça c'est un interrupteur. Là, c'est une batterie de stockage. Du genre que ceci, dès que ça finit de charger, ça s'arrête. Il en est du département génie électrique, comme de celui en charge du génie civil, où les jeunes reçoivent les clés qui vont leur ouvrir plus tard les portes de l'insertion professionnelle. Avec l'approche par compétence, nous veillons et nous avons orienté tout le quotidien de la formation dans le sens de rendre les enfants aptes à l'auto-emploi, à maîtriser leur métier, à être des professionnels. Tous les jours, c'est là de le professionnalisme. Ces journées portes ouvertes offrent l'occasion de toucher du doigt la matérialisation de l'approche par compétence que les autorités en charge de l'éducation appellent de tous leurs vœux. Le lycée technique de Yaoundé 2 n'est pas un paradis en matière d'équipement, mais ce qui est disponible permet d'offrir une formation non négligeable aux apprenants. Le ministre, depuis l'année dernière, a ajouté l'argent, n'est-ce pas, pour entretenir, pour maintenir, n'est-ce pas, le petit matériel, petit équipement dans les ateliers. Ça nous permet d'arranger tous les équipements qui sont abîmés et puis pour, n'est-ce pas, mettre à un bon niveau nos élèves qui sont les apprenants. Par exemple, la maçonnerie, ce sont nos élèves qui ont rétrocédé de 2 salles de classe que vous allez voir là derrière. Ça vous dit beaucoup de choses qu'il y a le savoir-faire ici. Le sous-préfet de Yaoundé 2 est émerveillé à la découverte de ce dont les apprenants d'ici sont capables, loin de la dépravation des mœurs et autres actes de délinquance vécus ailleurs. Je magnifie le talent de nos enfants qui sont encadrés ici et qui nous ont fait la preuve de ce qu'ils ont véritablement maîtrisé, avant même de sortir, tout ce qui leur a été dispensé ici. Nous sommes bien au courant de ce qu'il règne une discipline exemplaire ici, des élèves bien encadrés et qui ne versent pas ni dans les comprimés non autorisés, ni dans les stupéfiants et autres drogues qui rôdent autour des établissements scolaires. Dans ce sillage, les élèves qui se sont bien comportés ont reçu des encouragements, pendant que ceux qui semblent s'égarer se sont vus servir un carton jaune en guise d'avertissement. En économie, dans un contexte marqué par la compétitivité économique internationale, les produits agricoles camerounais pourront cependant être exportés sur le marché anglais. La culture du poivre blanc et le cacao fait l'objet d'un intérêt particulier pour la Grande-Bretagne. Le ministre britannique des Affaires africaines l'a fait savoir, hier au cours de la visite au Grand Mall, à Douala. Il révèle que les acteurs locaux de cette filière agricole bénéficieront des formations axées sur les techniques de production, de marketing ainsi que de branding. Ce projet s'inscrit dans un programme de soutien à l'économie camerounaise grâce à un financement britannique évalué à plus d'1 milliard de francs CFA. Écoutons donc à présent quelques explications de Elan sur le choix des produits agricoles. Il faut savoir par rapport à cette question qu'il y a une étude préalable qui a été faite pour savoir quels pourraient être les produits potentiels du Cameroun qui peuvent faire l'objet d'une attention particulière pour les exportations au Royaume-Uni. Voilà, donc plusieurs produits ont été identifiés, mais le cacao a la particularité que le Cameroun est le 4e producteur mondial de cacao. Et le Cameroun a, quand on parle de cacao ici, il faut entendre par là le cacao et ses produits dérivés, donc le beurre de cacao, la pâte, la poudre et puis d'autres produits dérivés. Donc le Cameroun a donc encore un potentiel inexploité de production et de transformation et même de commercialisation de cacao qui n'est pas encore atteint. Donc, et concernant le marché britannique,
le cacao du Cameroun n'est pas directement exporté vers le Royaume-Uni. C'est dans ce sens-là que les deux gouvernements se sont décidés de densifier leurs relations économiques et commerciales, qui sont de favoriser un accès préférentiel du cacao et du poivre de Penja sur le marché britannique. Quant au poivre de Penja, le poivre de Penja bénéficie aujourd'hui d'une indication géographique protégée. Donc, c'est un label qui le reconnaît dans 17 pays en Afrique. Et il y a aussi une démarche qui est entreprise pour faire reconnaître cette identification géographique sur le marché européen. Donc c'est ça l'objectif du programme de partenariat commercial avec le Royaume-Uni. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez sur le plateau d'Equinox Soir Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal. Et Serge Alain, vous revenez sur l'interdiction des spectacles dans les régions du centre et du littoral. Voilà, justement, Nadine Yambo, on va dire comme ça, 3 semaines après la sortie du Premier ministre chef du gouvernement qui venait réaffirmer, réactiver les mesures prises le 17 mars 2020, entre autres l'interdiction de tout regroupement de plus de 50 personnes. Il a fallu donc attendre 21 jours pour que cette décision du Premier ministre soit implémentée. Voilà, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous Nadine. Bonne soirée à vous Serge Alain. Bon week-end à vous également. Bon week-end. Rendez-vous à très bientôt Nadine Yambo. Très bien Serge Alain. Madame, Monsieur, dans un instant la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Louison Essomba, Eric Yombi, Jonathan Batengene et Marc-Anthony Akumbo. Marc-Anthony, je l'ai dit, le Premier ministre chef du gouvernement a fait une sortie le 5 mars dernier pour réactiver ces mesures de l'année dernière, du 17 mars. Entre autres, il avait interdit un regroupement de plus de 50 personnes. On a constaté que ce même jour-là, les spectacles étaient organisés à Douala, un peu partout, dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, 3 semaines après, c'est 3 semaines après qu'on vient implémenter une mesure du Premier ministre. That is the laxity in which we have in our nation, Mr. Serge, where we make laws even, and when it comes to practicalizing those, putting those laws into practice, it becomes another issue. You do not expect that the minister's or prime minister's voice or whatsoever he came up with should be practically implemented immediately he speaks. Because there is a lot of laxity. And at times we call it, whatever name, we say, call it, there's a name in French, tolérance administrative. That tolerance can lead to the death of a lot of persons. You see the wild wave of COVID around Cameroon right now. You start asking questions, but why should it happen like that when already we're supposed to be practicing those particular measures? And I think also in one way or the other, it is being promoted by our own leaders. Because you spoke like that. After the minister came out, there was a particular barrier that took place where the minister of... during that barrier, did we see people with respecting distance? Yes, was doing his removal of the cups. The question is, did you see any distances? Did you see people putting on face masks? If you look at that gathering, people were there, packed field. Go around Douala, look at the markets. Everywhere is packed field. Question. Question du marché là est un peu trop compliqué. Hein? It is complicated. So if we cannot, if we cannot respect this, on doit fermer les marchés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on veut vraiment réussir à empêcher que les gens soient infectés, on doit vraiment fermer le marché. On utilise le supermarché. On utilise le supermarché. Et si on veut parler de Bayam Selam, on doit aussi créer une situation que les femmes doivent venir s'assembler
on crée les distances. Donc, le nombre de gens qui entrent dans un marché doit être, comment on dit, we are supposed to determine the number of women and persons that enter the market to buy. Not that we claim that we want to respect barrier measures and the measures, and then at the same time, our markets are open, nightclubs are open. You talk of what I was just coming from Ndokoti. You see the hold up that was there. You ask questions. How are we supposed to actually respect these barrier measures? At the end of the day, Serge, I will tell you, our government has a lot to do in order to be able to help this nation. But I will end up saying that each Cameroonian has a responsibility to protect himself, because if we have to depend on the government of Cameroon, we will all die, sincerely. Okay. So I call on all Cameroonians to respect these barrier measures and make sure that you put on your face mask. It's something you should be doing without asking. Somebody should not tell you to do that. You should make sure when you go where the crowds are, you should protect yourself. It's very important. Ok, Jonathan Batengene, comme je l'ai dit, c'est le 5 mars dernier que le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Doctor Joseph Dion-Bouté, demandait comme ça que soit interdit. Il a même repris à 3 reprises cette notion d'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes dans sa sortie. Il a martelé 3 fois. Comment comprendre que ce soit 3 semaines après, jeudi, le même jour, des spectacles étaient organisés. Le lendemain, dans les nightclubs, les spectacles étaient organisés. Comment comprendre cette situation? Bon, c'est tout à fait difficile à pratiquer au Cameroun. La question du confinement, déjà on sait que c'est presque impossible. Non, je parle de la décision des autorités 3 semaines après. Je prends dans la logique. La première expérience que nous avons connue en 2020 nous a montré les limites des décisions contraignantes. Les spectacles n'étaient pas organisés. Il n'y avait pas de spectacle. Mais dans notre contexte actuel... On est obligé d'organiser le spectacle? L'économie est presque... Non, on est obligé d'organiser le spectacle? On n'est pas obligé. Pourtant, il n'y a aucune subvention à la culture. Aucune. Comment vivent ces artistes depuis 2020? C'est la grande question. Qu'est-ce qui se passe? L'État n'a rien mis comme mesure d'accompagnement pour l'industrie culturelle. C'est la grande oubliée de la Covid dans notre contexte. On ne va pas parler du reste des secteurs. Et maintenant que c'est interdit, on a prévu quelque chose pour eux? C'est justement ça. C'est que même le ministre qui prend cette décision, il la prend presque il n'y a pas un cadre qui permet de dire que par secteur d'activité, on aurait pu gérer les acteurs qui exercent et qui permettent de respecter ces mesures véritablement. Que ce soit l'industrie du spectacle, l'industrie culturelle, c'est resté les oublier. On prend des mesures comme ça ne peut pas être respecté parce qu'il n'y a pas de mesures qui accompagnent. Ces acteurs sont laissés pour compte dans leur activité et donc ils se sentent parfois un peu obligés de violer ces règles pour s'en sortir. C'est quasiment la situation générale dans le pays avec les mesures contraignantes. C'est très difficile à appliquer. Éric Yambi, sur cette décision du gouverneur interdisant les spectacles. J'ai moi-même la chance d'être écrivain affilié à la Sociladra, qui est la société civile qui s'occupe évidemment de la gestion des droits des écrivains et autres. Je peux vous assurer que c'est déjà un chemin de croix que de vivre, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, que d'attendre l'aide. J'appellerais ça aide parce qu'il n'y a pas de véritable mécanisme mis en place en temps normal de vivre évidemment des droits qui viendraient de cette institution. Imaginez donc en période de crise sanitaire, évidemment une crise comme celle-ci. Cette affaire du coronavirus est venue révéler évidemment, n'est-ce pas, les faiblesses de notre État, malheureusement. Et au-delà de ça, une mauvaise gestion caractérisée qui fait en sorte que les plus faibles ne sont pas pris en compte.
Voyez-vous, il y a des entrepreneurs culturels au Cameroun, des gens qui vivent de l'organisation des spectacles. En clair, leur famille et tout le monde qui va avec attendent bien entendu que ceux-ci, à la fin du mois, apportent quelque chose pour bouillir la marmite. Lorsque vous privez quelqu'un de ses revenus, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça la question. C'est bien beau. Il faut mettre en place un certain nombre de mesures pour faire barrage à cette pandémie. Nous sommes tous d'accord. Mais de manière logique, il serait important que l'État mette en place un certain nombre de mécanismes pour accompagner évidemment les personnes qui sont totalement touchées par cette pandémie. Alors, à partir du moment où ces mécanismes d'accompagnement, ces subventions n'existent pas, la tentation, évidemment, ce serait de violer la loi. Ce serait ça la tentation. Bon, maintenant, ils sont rappelés alors. La suite, what's next? Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces personnes qui vont se retrouver démunies, un peu plus en difficulté, des loyers à payer? Parce que dans notre environnement, je ne pense pas que le bailleur va se poser la question, mais est-ce que tu aurais eu des prestations? Donc il y a toute une mécanique, toute une machine, un ensemble de problèmes allant avec, et je pense que sur ce point, le Premier ministre n'a pas résolu grand-chose. Donc, ce serait facile de demander à des sacrifiés, d'accord, de s'offrir en holocauste pour le pays. Et puis après quoi? Ok, Dr Luzon Issoma, on termine avec vous sur cette question. C'est j'en ai autour. Un groupement de 50 personnes, plus de 50 personnes interdites. Bien entendu. Ça tombe sur première victime, entre guillemets, c'est les organisateurs de spectacles. Les 13 mesures qui avaient été prises lors de la première phase, que j'ai qualifiées ici comme des circulaires réglementaires, n'avaient jamais été annulées, n'avaient jamais été retirées. Nous avons vu ici qu'il y a eu un spectacle de Fally Ipupa qui a été organisé, comment on appelle à la Houndé, comment on appelle, voilà. Au stade Madouala. Voilà, où il a eu près de 5 à 6 000 personnes qui étaient présentes à ce spectacle. Ça n'a pas été interdit. Après, il y a eu le spectacle d'Indira. Voilà, et les personnes des spectacles, ce sont surtout celui. Moi, je voudrais, vous savez, les Camerounais vont penser à une certaine discrimination, c'est-à-dire qu'on privilégie les artistes étrangers par rapport à eux, parce que c'est aussi de ça, c'est de là que la polémique est en train d'enfler. Parce qu'on venait de laisser un spectacle de Fally Ipupa, mais 3 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, on interdit un spectacle de Petit Pays. Vous voyez donc en réalité, le Camerounais artiste, qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser que sur son propre territoire, on privilégie un étranger par rapport à lui qui est là. C'est donc le véritable problème qui sont posés. J'indique que les 13 mesures qui avaient été prises n'ont jamais été retirées de l'ordonnancement juridique. Donc elles méritent toujours d'être observées. Alors, on ne peut plus rentrer dans cette logique de la tolérance administrative. Non, et surtout quand ça fait 2 poids 2 mesures où on vient privilégier un étranger sur un compatriote, un Camerounais. Ça fait extrêmement mal de le savoir, Serge Aloto. Nous révélons aujourd'hui que l'industrie musicale au Cameroun connaît des soucis. On peut même dire qu'elle est en crise. Mais c'est cette industrie qui permet de nourrir des familles. Alors, s'il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur, appliquons-la dans toute sa rigueur. Parce qu'on ne peut pas tolérer que certains font des spectacles et d'autres pas. Non, ça crée donc une application de 2 poids 2 mesures et cela donc peut exacerber ou peut radicaliser les artistes camerounais. J'aurais pu, vous avez posé la question, le Premier ministre a pris des mesures depuis longtemps, mais pourquoi on attend autant de temps? Et le ministre des Arts et de la Culture, je crois qu'avant même le ministre, devait monter sur le créneau parce qu'il est aussi chargé de l'application des lois. Quand on prend de telles circulaires réglementaires qui interdisent le fait qu'il y ait plus de 50 personnes, c'est le ministre des Arts et de la Culture qui devrait monter d'abord sur le créneau. C'est-à-dire qu'après la sortie du Premier ministre. Mais vous avez vu qu'il est resté... il était même le parrain du conseil de Fally Ipupa. Voilà, il était même le parrain de la cérémonie. Donc vous convenez avec moi que ça crée... C'est extrêmement grave ce que nous sommes en train de voir. Mais l'État doit revenir dans sa logique de l'État sanction au même pied que tout le monde. Parce que quand on fait déjà des discriminations, ça crée de sérieuses difficultés. Jonathan Batengene. I wanted to just... Oui, rapidement. Okay, I also wanted to say, you remember last time there was containers of rice that actually came in order to subvent individuals who want to stay in the house. The question is, where is that rice today? Is there any one of you who received any of it?
I don't think so. So there is need that the Cameroon government should be able to make sure that to protect and preserve people, they should subvent people in one way or the other. And what was given for the people should be given to them. They shouldn't take it and preserve it for themselves, because I want to say that none of us, I have not received it. I don't think you have received it. I don't think anybody. We have been making sure we respect those rules. How many persons have the government been able to protect by giving them, say, sit in your houses? Okay. So those things, they should be able to work in subventions, put subventions in order to protect the lives of people. Ok. Jonathan Batengere, vous disiez que les caciques ont eu le dessus. Les caciques ont eu raison. Cette décision de transfèrement du professeur Mesanga Nyamding à Garoua. À Garoua, tout à fait. C'est l'affirmation, parce que dans un contexte maintenant avec une lecture politique, on parle là des éléments du pouvoir. Pour le pouvoir, c'est la capacité de se faire obéir ou bien d'influencer les décisions d'autrui, de telle sorte qu'ils agissent selon notre convenance. Et dans le cas d'espèce, il est question d'infléchir les positions du professeur Mesanga Nyamding, notamment avec l'élément de subversion qu'il a introduit, c'est-à-dire le non-respect d'un élément de discipline qui avait été pris au niveau de la cellule de communication du RDPC. Il s'est posé comme étant celui qui devient le pilier de la subversion dans la cellule de communication, proposant un autre visage de personnes moins dociles. Or, quand on lit des auteurs qui parlent de l'action politique, il y a un ouvrage majeur, Surveiller et punir, qui est un ouvrage qui fonde même l'action des technologies de dressage des corps. Et le RDPC est là en train de voir mise en action une politique de dressage d'un corps, d'un individu, qui doit désormais penser tel que le parti l'entend. C'est ce qu'ils appellent la discipline du parti. Puisqu'il enfreint cette discipline, qu'il se pose comme étant le déviant politique du RDPC, ils sont en train de lui dire, nous allons te traiter comme un déviant et nous allons te infliger un traitement digne des individus qui devraient rentrer dans les rangs. Le professeur Mesanga, malheureusement, est aussi l'acteur d'un marketing politique. Parce qu'il faudrait prendre cela en compte. C'est aujourd'hui, si le RDPC a gardé une certaine popularité auprès une sympathie dans l'opinion populaire, c'est à cause des individus comme Ateba Yene et le professeur Charlemagne Mesanga Nyamding, parce que quand ils vont dans les médias, ils tiennent le discours du bas peuple, ils tiennent le discours même que certains opposants auraient pu tenir. Ils disent, ils dénoncent des réalités. Ils sont en fait les agents de la réforme de l'État au sein même du parti qui gouverne. Dans les pays où la démocratie libérale a pris son envol, c'est ce type d'acteurs qui participent âprement à la réforme du parti. D'ailleurs, quand il y a la réforme des grands textes du parti, c'est à eux qu'on confie ce genre de tâches, parce qu'on sait que les conservateurs, eux, vont rester sur les éléments de base. Et ici, malheureusement, le RDPC ne propose plus un visage marketing qui est attractif, parce que le message qu'ils sont en train de donner, c'est surtout à la jeunesse qui serait flattée d'intégrer les rangs du RDPC. Cette jeunesse, le message qu'on leur passe, c'est qu'ici, il y a un code qui est déjà arrêté, il y a des barons qui sont inviolables, intouchables, il y a des dogmes qui sont institués, et tout individu qui voudrait transgresser ces dogmes sera effectivement traité comme un subversif, et il sera mis au banc, s'il est dans l'administration, au banc de l'administration. S'il est dans la société comme avec l'opposition, il sera mis au banc de la société, là où les subversifs sont généralement relégués. Ok, Eric Yombi, le gouvernement RDPC use de cette méthode pour mettre les enseignants de l'université au pain. L'exemple Mesanga Nyamding peut faire tache d'huile. Vous savez, la question de la chicotte politique utilisée par l'administration, ce n'est pas une question actuelle. On a évoqué non seulement les cas Maurice Kamto, mais il y a bien d'autres cas qui sont restés anodins, et des enseignants qui, n'appartenant pas forcément au monde de l'université, et notamment au secondaire, ont été bien entendu punis. Mais ce qu'il faut relever, ou alors en même temps rappeler par rapport à cette question de la punition politique à l'égard de certains universitaires, c'est tout simplement la question de la docilisation et le contexte. De plus en plus, je crois que nous assisterons à une sorte de durcissement des positions d'un certain nombre d'acteurs politiques du RDPC.
parce que nous acheminons évidemment vers une dispute politique, non seulement au sens de la présidentielle, mais bien entendu au sens de la question du Dauphinat. La question du Dauphinat n'est pas encore tranchée, même si c'est une question qui n'est pas exclusive au RDPC, ça s'est fait sentir déjà au SDF, c'est une question qui sera extrêmement difficile, évidemment, n'est-ce pas, à l'intérieur du RDPC. On peut même dire que la nuit des longs couteaux est déjà en train de, bien entendu, se préparer. Et ce qui se passe avec le cas Messanga Nyamding, malheureusement, c'est un aiguisement des couteaux parce que la nuit sera effectivement extrêmement sanglante. Elle sera sanglante parce que ceux que nous voyons, qui sont ceux qu'on peut appeler les bébés politiques du RDPC, Messanga Nyamding n'est qu'une voix. Il y a beaucoup d'autres à l'intérieur du RDPC qui ne se font pas entendre de manière médiatique comme lui, mais c'est une tendance qui existe. Et c'est une tendance qui est en train d'être tuée parce que le cas d'en face a décidé qu'eux, ils ne doivent pas exister. Pourtant, c'est eux qui portent, malheureusement ou heureusement, le flambeau du rajeunissement et du renouvellement du RDPC. C'est ça la vraie question. Et c'est ça l'enjeu. On essaye de taire Messanga Nyamding pour en réalité taire une tendance qu'il incarne. Parce qu'en réalité, en vue ou alors dans le rétroviseur, ce qu'on voit, c'est évidemment une jeunesse qui veut aussi attraper sa part. Parce qu'elle estime que ceux qui sont là, ils ont toujours eu avantages et privilèges et que ceux-là, les plus jeunes, en tout cas les autres, estiment que le moment est venu pour eux d'attraper aussi quelque chose d'un peu plus consistant qu'ils ne l'ont obtenu jusqu'ici. Voilà, Dr Luisin Nsomba, je l'ai dit, Félix Abobalankongo, lui, on a arrêté ses activités du côté de Buea. Est-ce qu'on peut dire que le professeur Messanga, lui, il est chanceux? Non, Abobala, je l'indiquais tout à l'heure, il y a des voies de recours. Il peut les engager. Nous sommes dans un état de droit. Ça va faire bientôt un an. Oui, bien entendu, il peut les engager. Nous sommes dans un état de droit. Mais s'agissant de Messanga Nyamding, je voudrais faire un rapprochement ici entre le ministre de l'enseignement supérieur et Messanga Nyamding. Oui. Ils ont toujours tenu le même langage. Quand vous suivez le ministre Famendongo, le professeur Famendongo dire à Ebolova, le Sud est un bastion imprenable. Le socle granitique. Le socle granitique du RDPC. Il est une créature. Alors vous suivez Messanga Nyamding à Yabassi qui dit, ici à Yabassi, aucun opposant ne peut gagner le RDPC. Donc vous voyez que dans la posture politique, les deux ont un lien presque incestueux. Mais on arrive bien à se demander, mais qu'est-ce qui peut justifier comment dire, cette nomination, ce transfèrement de Messanga Nyamding, surtout qu'on peut convoquer des éléments articulés sur le social et même sur la vulnérabilité. Messanga Nyamding, les gens disent qu'il est malvoyant. Non, il ne voit pas. Il ne voit pas, ne serait-ce que sur un élément de vulnérabilité. Je pense que ce monsieur ne mérite pas d'être envoyé de ce côté-là. Et aussi, Messanga Nyamding, c'est un chef traditionnel. Au même titre que le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jean Famendongo. Ça veut donc dire que, écoutez, ça, c'est intéressant. Un biaïste, l'autre ne l'est pas. Hein. Non, écoutez, l'autre, c'est la créature. Voilà. Et l'autre, c'est un biaïste. Ça veut dire qu'il se rejoint toujours. Il faut que les gens comprennent bien. Alors, comme chef traditionnel, ça fait quand même très mal d'éloigner un chef de sa chefferie. C'est-à-dire que c'est émasculant en réalité, la chefferie. Donc, tous ces éléments sont développés en réalité pour indiquer que Messanga Nyamding, c'est vrai, il doit répondre à un appel du besoin où ça se fait sentir, mais compte tenu de sa situation physique vulnérable, je pense à mon petit niveau que Messanga Nyamding ne méritait pas d'être envoyé de ce côté-là. Parce que si c'est un autre qui est lucide, physiquement bien, là, il n'y a vraiment pas de problème. Mais docteur Luisin Nsomba, dans l'entame de votre propos, vous avez dit qu'on peut envoyer, si l'université a besoin de la matière. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que je sors des considérations juridiques et même politiques pour entrer un peu dans la conception physique et même sociale. J'allais dire même sociétale de l'homme, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'ignorer. Messanga Nyamding est reconnu être chef traditionnel. Voilà. Ça veut donc dire que dans le loin de ces sujets. Voilà, et vous voyez, on dit toujours le chef doit résider à la chefferie. Oui. Alors, en l'éloignant de ces sujets, voilà, ça avec ceux du nord-ouest et du sud-ouest. Bien entendu. A demandé de rentrer. Bien entendu. Alors, c'est pour dire quoi, Serge, à leur retour? C'est pour dire que la relation aujourd'hui dans le RDPC me rappelle un animal en forêt dont j'ai oublié le nom, que quand cet animal se fâche... Le serpent
Non, il y a un animal en forêt que quand il se fâche, il commence d'abord à manger ses propres enfants. J'ai ignoré le nom, ça devait faire plaisir aux autres pour essayer un peu de tracer l'image. Aujourd'hui, vous savez, le RDPC venait de fêter c'est le 24 mars. Ouais, voilà, 36 ans d'existence. Et je crois qu'il faut, à partir des actes comme cela, réfléchir. Et c'est le 24 mars que le professeur Msanga Nyamding faisait la passation des services. Voilà, droit de coïncidence. Hein. Alors, droit de coïncidence. Donc, c'est pour dire que... Mais d'être à la fête, il était... Oui, mais on a vu ces photos. Je crois que Msanga Nyamding était... on l'a vu dans une toge. Voilà, non, je ne l'ai pas vu en toge, je l'ai vu en costume. Je ne sais pas s'il avait enlevé la toge. Il a mis la toge ce jour-là. Il avait des élans de fierté qui traduisaient que, en fait, il était content. Et autre chose, on a vu dans sa posture quelqu'un qui a certainement été abordé en des termes de conseil. On a dû peut-être lui dire, ne fais pas le bras de fer avec l'État, ne fais pas le bras de fer avec ton ministre de l'enseignement supérieur, va prendre le service. Qui sait, tu pourras rebondir de là et pour te retrouver un peu. Je me rappelle l'affaire à Daoudou. Il était inspecteur des régies financières en Gaoundéré. Il a été révoqué à 13 heures de ses fonctions et à 17 heures, il est nommé ministre des Mines. Dans le cas de Msanga Nyamding pourrait s'arriver à cela, il ne faudrait pas perdre de vue que le président de la République, le disait François Maté, reste une des personnalités les plus énigmatiques. Il regarde ce spectacle, je suis sûr ça l'amuse, mais quand il va faire bouger son encre, les choses ne seront plus les mêmes que l'on puisse le penser. Voilà, Mac Anthony, vous êtes habillé là comme un traditionnel rouleur. On a un peu oublié cet aspect-là. Hein. Un chef traditionnel dans le camp, ici, on éloigne davantage de ces sujets. That's something that in Africa we should respect most, because in relation to our customs, a chief or a traditional ruler resides in his palace. And I think that in relation to the customary laws of this same nation, if you are a chief or a traditional ruler, you shouldn't be far from your people. You should be with your people as an auxiliary to the administration in order to give them guidance in relation to the policies of the nation as well. So it is a little bit disturbing that Mr. Charles, Professor Charles, is being pushed out of his own camp area towards the north. But at the same time, we do not forget that he is a civil servant. Yes. Having accepted the position of a civil servant, we can be sent anywhere. Anywhere, of course. And when you are sent anywhere, you have the right to take on your responsibilities because you actually signed for it. And since you are not yet on retirement, I think you have to be able to follow it through. The only problem might be at the end of the day, if the reasons behind his appointment is actually punitive. If it is punitive, then it is not a good appointment. Like I earlier cited, he was the head of department in Eric. Yes. I think that if they are appointing him to Garua, they should also give him an opportunity not only to be a lecturer in the hall. Yes. He should also maybe start from where he was down there or even above. Maybe they could even make him the dean of the faculty. That could be better. So we have to look at it like that. What advantages go with this appointment to this new environment in relation to the advantages he was having when he was in Eric? Is it like where he has been appointed, he has more advantages? If not, we should be looking at that. He's a person that has been serving the nation in our higher institutions for a while. So his services had been of importance. And I think he has trained a lot of diplomats. And if that be the case, we should not just look down on people like that. Let's keep party politics aside and look at the civil servant. That is where my focus is. Okay. If party politics starts getting involved in civil service, it means that we are struggling to say every Cameroonian must become
a member of the CPDM. And if you have to work in the civil service, you must be a member of the CPDM, which is wrong, because there are individuals who are supposed to be, in fact, with the merits they have, with the intellectual capacity they have, with the professional dimension and levels they have, they can work in this government without necessarily being part of the political party. And so how will you punish such a person who is not in your political party if in case he does something or say something against the government? Will you use political reasons to sanction a professional? No, that should not be the way it should be done. And so I think that when we are doing this analysis, we should be looking at this thing. Why should the government, or say academic barons, be punished because of political issues? Should their political party be a reason for him to be transferred? That is just a hypothesis. We are just saying it. We do not know whether he was appointed to the North for punitive reasons, or he was appointed there because they want to send him to actually give some render service there. On va terminer avec, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, Eric Gambi, vous êtes journaliste, c'est indépendant, il faut le préciser. Oui. Je l'ai dit, c'est un bon client que nous perdons. C'était ça aussi l'objectif? Oui, je pense que c'était l'opportunité pour les décideurs, évidemment, de l'éloigner du baromètre médiatique, si je dirais ça ainsi. Mais en même temps, nous restons dans un schéma qui est clair, c'est que le politique, évidemment, détient l'ascension, peut distribuer les bons et les mauvais points. C'est de ça dont il s'agit. Et il y a une mauvaise question que je vais poser, mais je vais la poser quand même. Si aujourd'hui, on s'offusque, ou alors on s'offusquerait du fait qu'il soit envoyé à Garoua, est-ce que ça veut dire que la promotion qu'il a eue à l'URIC était aussi due au fait qu'il appartenait au RDPC? C'est une mauvaise question, mais qui a sa place aujourd'hui. C'est-à-dire les mécanismes de promotion ou alors d'ascension sociale dans nos sociétés. Est-ce que c'est une récompense qui vient du monde politique? Autant de questions. Vous voyez, nous n'avons pas épuisé la question aujourd'hui, mais nous sommes plutôt en train de constater de manière indiscutable qu'aujourd'hui, c'est le politique, évidemment, qui distribue les avantages et les privilèges. Vivement que nous en sortions. Ok. Jonathan Batenguérien, on éloigne là un bon client des médias. Tout à fait, mais parler d'éloignement dans un monde où la distance n'a plus de sens, c'est quand même un peu... Je sais pourquoi je pose la question. De manière physique, il a été éloigné, mais il peut rester tout à fait présent dans les médias, surtout qu'il y a les réseaux sociaux. Il peut être pris dans les émissions comme celle-ci par Skype, donc il va toujours communiquer. Vous avez... Non, il y a chaque fois tu reçois des gens ici qui sont aux États-Unis. Non, c'est pas ça. Oui, il y avait ça, mais c'est aussi... Ah, ils n'ont pas vu ce côté-là, c'est ça? Oui, vous savez, il y a quelque chose. Lorsqu'une décision passe sur des principes subjectifs, l'individu qui prend la décision parfois est dans la fougue de l'événement. Donc, il ne mesure pas tous les paramètres. Il s'assure juste que la conformité avec les textes soit respectée. Et puis, bon, le reste, il se dit, j'ai accompli. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où l'outil informatique a réduit les distances. Donc, c'est même un acte insensé du point de vue d'éloignement avec les médias. Il peut produire des articles, il peut produire des communications, il peut même préenregistrer ses communications dans les médias. Et ce sera toujours diffusé. Il peut être pris par téléphone à n'importe quel endroit. Donc, c'est une décision qui n'aura pas un poids du point de vue de sa présence médiatique. Mais par contre, vu comme une sanction, ça dénote d'un certain, d'un passéisme qui prévaut encore dans les réflexions au niveau de l'administration. Le Nord n'est pas un coin sur Mars. C'est le Cameroun. Affecter un fonctionnaire dans le Nord, c'est l'envoyer servir le Cameroun. Ce n'est pas le sanctionner. Il faut que les gens qui sont des décideurs arrêtent de raisonner comme ça. Nous sommes au Cameroun partout. Si vous travaillez dans le confort et le prestige à Yaoundé, avec de la climatisation, et que dans le Nord, peut-être vous ne facilitez pas la dotation en équipement de cette qualité-là,
parce que vous estimez que ceux qui iront seront sanctionnés, mais c'est vraiment raisonné de manière un peu arriérée. Le Cameroun est le Cameroun partout où on s'y trouve. Okay. Donc le professeur, nous l'encourageons à aller à Garoua. Oui. D'ailleurs, il aura un accueil, parce que dites-vous une chose, hein, moi je connais un commandant de brigade qui a eu sa promotion parce qu'il servait dans le Nord. Tellement il a bien servi quand il était dans le Nord que les élites du Nord lui ont dit tu as passé quand même 11 ans ici et on n'a jamais vu quelqu'un autant maîtriser la sécurité. Nous allons demander que tu reviennes en promotion dans le Sud. Donc, dans le Nord, s'il sert avec engouement, parce que là-bas, ils n'attendent que de voir nos frères du Nord être bien formés. Si le professeur sert avec la même fougue, la même passion, le même zèle, nous sommes sûrs qu'en retour, le Nord va l'élever. Ok. Merci Eric Yombi. Merci. Permettez que je dise bonsoir à Biami qui est à Nivelles en Belgique, qui nous a suivis pendant tout le débat. Voilà. Merci Jonathan Botengene. C'est un plaisir. Thank you, Dr. Marc Anthony. It's my pleasure, Seychellen. It's an opportunity to be here and I'll always respond to it. Okay, I know. Merci, Dr. Issembaï. Oui, merci. Il répond toujours à l'invitation. Oui. Merci, Serge. Alors, je salue le couple Lille Palt et Lille Love qui regardent cette émission aussi. Voilà, merci. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette dernière de la semaine et qui nous soit. Bonsoir, on va dire bonsoir. Garoua.